Voilà, alors, général Philippe Morillon, commandant des casques bleus de la Force-Pronu en Bosnie-Herzégovine, puis président du comité de préparation des JMJ, donc pour la visite de Jean-Paul II, député européen, président de la délégation de l'OTAN au Parlement européen. Vraiment, vous publiez le Testament de Massoud, donc, qui est consacré au commandant afghan. Voilà. Vous avez la Légion d'honneur aussi? Oui. Aujourd'hui, tout le monde l'a. Bafil là aussi. Il y a même une rue qui porte votre nom, je crois que c'est la rue des objets trouvés. C'est effectivement des petits canards, les Morillons. Ouais. Alors, outre la sortie du livre, vous avez fait récemment, mon général, la une des médias, car le 12 février, vous avez été entendu au tribunal pénal international de La Haye au sujet du procès de Slobodan Milosevic. Alors, on se souvient qu'en 1993, vous êtes devenu célèbre dans le monde entier, quand, sans en référer ni à Paris ni à l'ONU, vous avez décidé de vous installer dans Srebrenica et d'en être le bouclier humain. C'est un souvenir douloureux puisque malheureusement je n'ai sauvé la population que provisoirement pendant 2 ans et que vous connaissez la fin et le drame. Vous jurez aux musulmans que l'ONU protégerait les enclaves, ne les abandonnerait jamais. Alors à ce moment-là, la seule personne qui pouvait vous aider, c'était Milosevic. Vous allez le voir à ce moment-là à Belgrade. Et vous dites à Srebrenica, il va y avoir un drame terrible qui va bloquer le processus de paix. Et Milosevic entend votre requête à ce moment-là. Et malheureusement, connaissant bien les acteurs et le théâtre, j'étais sûr que ce qui s'est passé finalement, 2 ans plus tard, se produirait si les Serbes pouvaient rentrer dans Srebrenica. Et Milosevic, oui, m'a entendu. C'est un homme qui a toujours su jusqu'où il pouvait aller trop loin. Ça diminue en aucun cas sa responsabilité, je le lui ai dit en tête à tête. Mais c'est vrai que il a compris. À ce moment-là, je lui ai dit, je suis là pour le peuple serbe, je suis là pour éviter quelque chose que l'opinion publique mondiale ne vous pardonnera pas, jamais, et qui vous amènera à une condamnation générale. Ce qui s'est produit 2 ans plus tard. À ce moment-là, il avait tenu en main un petit peu son chien de guerre, la Madlik, et malheureusement, ensuite, il a été débordé par ses propres troupes. Le fameux Madlik échappe à tout contrôle et il y a effectivement 7000 musulmans qui sont massacrés à Srebrenica. Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir prolongé un petit peu inutilement le calvaire de ces gens-là? Je le dis dans ce livre, je dis qu'il y a une fêlure en moi. Ce qui m'intéresse dans votre histoire, c'est que quand vous décidez de devenir bouclier humain à Srebrenica, vous le faites sans l'aval de la hiérarchie. Alors, il n'y avait pas grand monde, effectivement, sur le terrain. Vous en référez. Mais on a beaucoup dit que j'avais désobéi, là, c'est pas vrai. Non, mais c'est intéressant, parce que De Gaulle, en 40, il a désobéi aussi. Oui, il faut savoir désobéir de temps en temps. J'ai outrepassé peut-être le mandat qui était le mien. Quand vous étiez en Algérie, général, vous avez désobéi aussi d'une certaine façon. En 61, vous avez été du côté des généraux putschistes contre... J'avais 20 ans, 22 ans, et j'étais pour l'Algérie française, bien sûr. Vous avez désobéi à ce moment-là aussi? Mais j'ai appris à l'occasion de ce putsch que le militaire détenteur de la force ne doit pas être celui qui en décide l'emploi. Et donc ceux qui nous ont entraînés dans ce drame ont eu tort. Ce que je veux dire, c'est que 2 fois de suite, une fois en Algérie en 61 et une fois à Srebrenica, vous avez désobéi au pouvoir politique. Bon, Napoléon, quand on lui demandait les qualités d'un général, disait est-ce qu'il sait désobéir. À l'époque de l'Algérie, vous pensiez que l'Algérie devait rester française? Est-ce que vous pensez, oui, bien sûr, vous pensez encore aujourd'hui? Oh non, maintenant, on ne revient pas sur le passé. Je crois qu'il ne faut pas regretter. Je pense que nous avons un devoir de restaurer l'amitié entre les 2 rives de la Méditerranée. Ça, au Parlement européen, c'est une de mes tâches prioritaires aujourd'hui. Alors, à l'époque, vous n'avez pas compris ce que voulait faire le général de Gaulle, mais vous n'avez pas non plus compris, à l'époque de l'Algérie, les autorités religieuses, parce que vous avez vu à ce moment-là des prêtres qui cachaient des félagas, des gens qui avaient assassiné les vôtres. Et à ce moment-là, ça vous a éloigné de l'Église. Bien sûr, j'étais révolté. Mais parce que j'ai pas compris à l'époque. Le devoir des prêtres était
d'être les artisans de paix, de s'interposer et effectivement de soigner, s'il le fallait, les blessés Félaga. Mais moi, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, mes copains qui tombaient, c'était... Ce que je dis simplement, c'est qu'à l'époque... Vous savez beaucoup de choses. Vous comprenez pas, merci. Vous comprenez pas pourquoi... Vous comprenez pas pourquoi les autorités religieuses protègent des Félagas, puisqu'ils ont tué des vôtres, et vous, en fait, aujourd'hui, vous êtes revenu vers l'Église catholique après une petite séparation, et aujourd'hui, vous le comprenez, ça? On ne gagne pas toujours à prendre de l'âge, mais au moins on prend un peu d'expérience, c'est tout. Comment est-ce qu'on peut concilier, quand on est chrétien, sa foi avec le métier des armes? Parce que quand même, il y a « tu ne tueras pas ». Comment est-ce qu'on peut être soldat et chrétien? Je pars du principe que tant qu'il y aura des hommes, il y aura des armes. Ce qui, malheureusement, veut dire que l'homme est effectivement un animal belliqueux. Et je me dis qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas au service des armes que des détraqués. Des Mladic et autres Rambo. Les chiens de guerre. Les chiens de guerre. Alors vous êtes fils de militaire, votre père était officier, comme on dit, à la Lyautey, il était aux affaires indigènes au Maroc, il a été tué en 1940 lors de notre tragique défaite. Et vous, vous entrez à Saint-Cyr en 1954, l'année d'une autre défaite, puisque c'est l'année de Dien Bien Phu, c'est la dernière bataille perdue de la France en Indochine. Et ensuite, il y a eu donc la perte de l'Algérie. Vous avez été un témoin direct, finalement, à travers ces trois événements, de la chute de la France impériale, de la France puissance mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous accommodez de ce qu'est devenu la France, c'est-à-dire un pays moyen d'Europe? Oui, parce qu'il y a l'Europe. Ouais. L'armée française aujourd'hui, vous pensez qu'elle sert à quelque chose? Si un jour il y a une solution, enfin, qui se dessine entre la Palestine et Israël, l'Europe y aura sa place, et au premier rang, les soldats français. Donc en fait, la vocation de l'armée française pour vous aujourd'hui, c'est plus une force de maintien de la paix, une force humanitaire, qu'une force combattante. Mais combattante face à qui? Pour le moment, heureusement, on n'a plus beaucoup d'ennemis. Moi, j'espère que la mission aujourd'hui des armées européennes sera d'étendre autour et en tache d'huile cette terre de paix et de stabilité. Et d'abord en Afrique.